Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Votre Excellence, Monsieur le Consul, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. On est vraiment honorés de vous accueillir ce soir dans le cadre de la 42e édition du Festival international du cinéma Vue d'Afrique. Un festival qui, depuis plus de 4 décennies, fait dialoguer les cultures, les regards et les histoires à travers le cinéma. Pendant 10 jours, on a vu plusieurs pays d'Afrique être mis à l'honneur à travers une programmation riche et engageante. Et ce soir, mesdames et messieurs, c'est au tour de l'Algérie. Donc nous vous remercions pour votre intérêt, votre présence, votre curiosité, mais aussi votre engagement envers les récits qui comptent. Car en effet, ce soir, on ne va pas juste regarder des films, mais plutôt voyager à travers des mémoires. Donc, comme on le dit, le cinéma est le meilleur moyen pour pouvoir comprendre un peuple. Eh bien, ce soir, mesdames et messieurs, l'Algérie se raconte. Elle se raconte avec profondeur, avec émotion et avec beaucoup de fierté à travers les œuvres d'exception qu'on aura l'occasion, le plus grand plaisir, de découvrir tout au long de la soirée. Avant de commencer, donc c'est quand même un programme assez riche, permettez-moi de vous en donner un peu le cadre. Jusqu'à 17h30, là où nous nous trouvons, on est au studio Baobab. On va pouvoir écouter une petite allocution de la part, un mot d'ouverture de la part de son Excellence l'ambassadeur d'Algérie au Canada, ainsi qu'une intervention du directeur général, le PDG même du festival Vue d'Afrique et l'instigateur de cette initiative. Par la suite, nous aurons un moment porté par France Voltaire en hommage à Frantz Fanon, une figure quand même reconnue dans l'histoire algérienne. Suite à ça, de 17h45 jusqu'à 18h15, alors 2 choix vont s'offrir à vous. Premièrement, vous aurez en premier lieu la possibilité d'aller voir une exposition, donc vers le centre de design de l'UQAM pour une visite libre. L'exposition en question est nommée Toxicité coloniale, architecture et paysages radioactifs français dans le Sahara. Ça se trouve à 1 minute d'ici, mais vous aurez l'occasion de poser des questions à nos bénévoles qui se feront une joie de vous orienter. Sinon, si vous voulez, vous pouvez rester ici, au studio Baobab, pour profiter d'un moment convivial où des mets traditionnels vous seront proposés, moyennant une contribution symbolique. Après ça, pour ceux qui y sont, vous restez, nous on va vous rejoindre et on va vous proposer à 18h15 jusqu'à 19h30 un programme, immersion culturelle même, et on aura un panel avec du coup le producteur de Fouroulou et ainsi que France Voltaire qui va nous parler, qui aura déjà parlé en amont de Frantz Fanon, donc une belle discussion en vue. Vers 19h30, nous allons nous diriger petit à petit vers les salles de projection pour regarder les films qui vont commencer, débuter vers 20h. Et enfin, on va vous inviter à revenir ici pour bien clôturer la soirée, nous retrouver vers 21h pour une ambiance musicale portée par un orchestre algérien. Je peux vous assurer que l'orchestre en question est super, parce que je fais mes cours de oud dans l'école en question. Je salue Monsieur Ladrafi. Alors, cette programmation s'annonce vraiment enrichissante, mais ça n'aurait pas pu se faire sans des partenaires, sans des sponsors, sans des personnes qui sont au cœur de ces initiatives, que je remercie. Donc on veut justement les remercier. Il y aura les logos qui vont s'afficher derrière moi, et je vais les noter. Il y a le consulat d'Algérie, nous notons la présence de son Excellence le consul, Monsieur Mohamed Zargout, merci beaucoup. Cool Traiteur, Viotella Mills, Univ Art, la boulangerie et la pâtisserie Tulipe Blanche, l'association algérienne de l'Université de Montréal, avec leurs bénévoles qui sont élégamment vêtus, d'ailleurs par Nejma Haute Couture, qu'on salue, Hogar et l'orchestre La Jarafi. Alors ça va être un peu tout pour moi. Là, je vais céder la parole à Monsieur justement Gérard Lechêne, qui est le PDG, l'instigateur même de Vue d'Afrique. Monsieur Gérard, à vous la place. Merci beaucoup. Je crois que notre charmante présentatrice a tout dit. Alors, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul général, merci de votre participation, de nous faire l'honneur de participer à cette 42e, cette journée spéciale, cette soirée spéciale consacrée à l'Algérie. Monsieur le conseiller culturel de l'ambassade d'Égypte, chers amis, et les artistes aussi, parce qu'on a parlé du cinéma, mais il y a bien d'autres artistes, aussi bien graphistes, art visuel, que la musique qu'on va apprécier bientôt. Et donc, simplement un petit mot pour vous dire que chaque année, le cinéma algérien est très présent.
Vous avez un bon grand cinéaste, Berza Calouache, qui rafle tous les prix à chaque fois qu'il vient. Et donc, ce soir, il y a effectivement un très beau programme avec Fouroulou, tiré d'un roman que, semble-t-il, tous les Algériens connaissent. Et c'est un film sur Frantz Fanon qui sera commenté par notre ami, M. Franz Voltaire, un historien bien connu à Montréal. Alors, je ne vais pas parler davantage. Bonne soirée à vous tous. Merci encore. Je crois que le micro nous a lâché. Non, ça va. Donc, pour poursuivre, je cède maintenant la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie au Canada, Monsieur Nourdine Sidi Abed. Est-ce qu'on peut avoir un autre micro, s'il vous plaît? Salam alaikum. On va essayer avec ça. شكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرحبا يسون. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Je tiens en premier lieu à remercier le directeur général du festival pour son travail continu qui date depuis plusieurs années et tout le mérite qu'il a dans cette œuvre qui, espérons-le, va prospérer dans les temps qui viennent. Mes remerciements vont à ceux qui ont aux organisateurs de cette journée ou cette soirée consacrée à la cinématographie algérienne. Et mes remerciements vont également aux professionnels qui, grâce à leur créativité et leur génie intellectuel, nous offrent deux œuvres, parlant de Fouroulou et ceux consacrés à professionnel, qui nous offrent deux œuvres qui mettent en valeur les valeurs qui trouvent leur essence dans la culture et de notre cher pays, l'Algérie. Je souhaite un plein succès à ce festival et à la journée du film algérien. Je remercie tous les organisateurs et les volontaires. On a tendance à les oublier, les volontaires, à tous les artistes et professionnels qui ont concouru au succès de cette journée. Shukran jazilan, salam alaikum. Merci beaucoup, Votre Excellence. La débrouillardise algérienne. Donc après, pour pouvoir poursuivre, on va justement donner la parole à Monsieur Franz Voltaire pour nous parler d'une figure incontournable de l'histoire algérienne. Mais avant ça, permettez-moi un peu de dresser vous avez un parcours exceptionnel. Donc Franz Voltaire, qui est-ce ? Vous êtes un intellectuel, cinéaste et chercheur engagé. Depuis de nombreuses années, vous consacrez votre travail aux questions de mémoire, d'histoire et de transmission. Vous avez enseigné au Chili, au Mexique, en Haïti, ainsi qu'à l'UQAM.
et vous avez donné de nombreuses conférences à travers le monde, en France, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Cuba et au Mexique. Vous avez produit et réalisé plusieurs documentaires et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Vous êtes fondateur et directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, un lieu essentiel qui œuvre à la préservation, à la valorisation et à la transmission des archives afro-descendants. Au-delà de votre parcours, vous entretenez une relation particulière avec l'Algérie, que vous avez découvert très jeune et qui continue de nourrir votre regard. On va parler de ça. À l'âge de 19 ans, vous êtes venu en Algérie, vous l'avez découvert de long et en large. Donc ce soir, vous nous proposez une réflexion sur France Fanon. France Voltaire, c'est à vous. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, monsieur le chêne, les dignitaires et le public qui est là, et surtout les artistes aussi. En fait, quand on m'a proposé d'intervenir sur l'Algérie, j'ai accepté pour trois raisons. La première, c'est que c'est une découverte quand l'Algérie, dans les années 60, était presque ce que je dirais, peut-être sans faire de jeu de mots, c'était le lieu central dans les années 60, c'était tout de suite après l'indépendance algérienne. Donc c'était un moment clé pour moi. Je suis arrivé en 2 fois, 67 plus en 68. Et cette découverte était importante parce que j'ai établi un lien. Moi, j'étais comme Frantz Fanon, qui a marqué aussi ma réflexion, mais je venais d'Haïti. Or, il y a un lien à établir, voilà un rapport très difficile avec la France, entre l'Algérie et la France, comme entre Haïti et la France. Pourquoi? Parce qu'on est parti de 2 fictions. Une fiction où Saint-Domingue, qui va devenir Haïti, était considéré comme la France, et où il y aura un oubli majeur pendant très longtemps, ça a duré près de 200 ans, on parle pour cet oubli entre la France et Haïti, parce qu'il y a ce refus. D'ailleurs, ça a été un des cas où Haïti, on l'a fait payer en 1825, sous Charles X, et beaucoup d'officiers plus tard qui ont participé à ce que fut la conquête algérienne, une conquête extrêmement violente, les enfumages, les massacres, et cela on a tendance des fois à les oublier. Et comme on dit, il est toujours bon de nommer les choses. Et au-delà de toute possibilité, et cela on en revient aussi à Fanon, nous sortons de sociétés extrêmement violentes. Les conquêtes ont été, sans compter, à la fois la guerre d'indépendance haïtienne et la guerre d'indépendance algérienne. Donc il y avait des liens qui m'ont incité à m'intéresser effectivement à l'Algérie et à Frantz Fanon. D'abord parce que Frantz Fanon, c'est chez nos cousins, les Martiniquais, mais au-delà de tout cela, c'est une pensée sur la décolonialité. C'est peut-être un des premiers à aborder cette question. Comme psychiatre à Blida, il va effectivement, il a vécu le racisme. Il a vécu le racisme quand il est rentré dans l'armée française très jeune. Il a vécu le racisme et, je dirais, confronté notamment à l'école psychiatrique d'Alger. Il est passé par toutes ces étapes et effectivement, chaque fois qu'on aborde cette question, c'est une question où la pensée dominante incarne, je dirais, cette pensée comme une pensée revancharde, comme une pensée qui re-questionne, parce que personne ne veut aborder ce qu'a été effectivement ces processus de colonisation. Et moi, je pouvais, dans ce sens, en découvrant avec modestie ce qu'a été la guerre d'indépendance de l'Algérie, mais ce qu'a été aussi par les témoins de l'époque, je pense aux écrits du maréchal Bugeaud, c'est-à-dire ce qu'a été la conquête algérienne, qui est une conquête d'une extrême violence, mais aussi des dénonciations qui avaient lieu dans la pensée de l'époque. Et chaque fois qu'on aborde cette question, et ce n'est pas simplement, je dirais, une question d'historien, parce qu'on n'a qu'à écouter des fois la télévision française, on voit, c'est-à-dire cette violence extrême qui s'exprime des fois
contre des ressortissants algériens qui sont victimes de cette vision du monde. Et aujourd'hui, je suis un peu inquiet parce qu'on a vu et on voit encore la montée de la barbarie. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe en Palestine, on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis des migrants, et on voit ces discours qui se répètent, qui sont de bon aloi des discours. Enfin, moi, je pense qu'il y a 40 ans de cela, on n'aurait pas osé aborder ces questions. Alors, je m'excuse si je ne suis pas politiquement correct. À mon âge, je peux me le permettre. Mais je pense qu'effectivement, nous vivons un monde quand un président de la République déclare qu'il va renvoyer une des plus grandes civilisations du monde, la Perse. Ben, quand on dit on va la renvoyer à l'âge de pierre, il faut quand même se poser des questions. Il faut quand même se poser des questions. Et je pense que aujourd'hui, on peut se poser la question, que penserait Fanon à cette époque? Dans les damnés de la terre, que ce soit pour moi au masque blanc, il a abordé certaines autres questions. Fanon, si aujourd'hui on reprend Fanon et que Fanon est relu, je pense que c'est parce que sa pensée est toujours d'actualité. Non pas simplement sur la question de la violence, parce que la violence chez Fanon qui est importante, mais cette violence, elle est mise en miroir avec ce qu'a été la violence coloniale. Et chaque fois qu'on aborde ces questions, je pense que c'est les questions qui dérangent, ce sont les questions qui dérangent la pensée bien séante, celle qui domine et qui voudrait et qui n'accepte pas, qui voudrait que, n'est-ce pas, l'on n'aborde plus ces problèmes comme si ces problèmes n'existent pas. Et je crois qu'effectivement, c'est important pour tous ceux d'entre nous qui viennent des sociétés du Sud, globales, c'est important de ce rapport à l'histoire. Parce que moi, j'ai écouté des gens qui veulent même nier l'existence de pays comme l'Algérie. Je pense que la question de la responsabilité est importante parce qu'il n'y aura pas de réconciliation véritable sans entente, sans retour sur ce qu'aura été, je dirais, le processus colonial. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 5000 ans, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 150 ans, c'est-à-dire, je pense, mon grand-père est né en 1864, c'est-à-dire, et beaucoup d'officiers qui ont participé à la conquête d'Algérie, beaucoup d'officiers ont participé avant à la guerre d'indépendance Haïti où ils étaient des jeunes lieutenants et capitaines. Alors, on pourra discuter plus tard avec le film de Fanon, mais je voulais dire pourquoi je pense que Fanon est encore d'actualité. Fanon a soulevé un certain nombre de questions et Fanon dérange. Il dérange parce que c'est une voix à la fois d'un colonisé de l'intérieur, c'est à la fois celui qui découvre en Algérie, je dirais, cette volonté de faire disparaître et que l'on n'aborde pas parce que, comme disait Sartre, il n'y a pas très longtemps encore, le monde était divisé entre civilisés et indigènes. Et nous, les indigènes, et cela qui dérange, c'est qu'aujourd'hui, on reprend la parole, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous redéfinir à travers de nos valeurs et sans accepter un ordre du monde injuste. Merci beaucoup et à ce soir. Merci beaucoup pour cette réflexion profonde. Là, à présent, je pense que vous avez retenu un peu le programme. Ce qui s'offre à vous vers 17h30, vous pouvez déjà vous diriger dès maintenant à l'exposition. Je vais revoir le nom de l'exposition pour être sûr de ne pas me tromper. En soi, c'est l'exposition Toxicité coloniale, architecture et paysages radioactifs français dans le Sahara, qui se trouve à 1 minute d'ici, dans le pavillon de l'UQAM. Ou sinon, vous pouvez rester là. Donc, il y aura toujours du thé, du café, aussi des petites pâtisseries à votre disposition. Il y aura aussi une vidéo en boucle qui va être lancée. Puis, on se retrouvera tous ici à 18h15 pour un panel avec le producteur de Fouroulou et France Voltaire pour justement le film de France Fanon. Merci beaucoup et à tout à l'heure.
عالشرح وشبعان علاش الناس قباحوا كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب مساحوا والحسن يداوم ميان واحد في المية تصير في عالشرح وشبعان علاش الناس قباحوا كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب مساحوا والحسن يداوم ميان Qui veulent faire l'exposition, il y a un groupe qui vous attend à l'extérieur, comme ça vous ne la ferez pas seul. Donc voilà, juste à l'extérieur, un petit groupe. Merci beaucoup et bonne soirée.
Personne. On va commencer notre panel. On a à peu près 15 minutes pour pouvoir profiter à fond de cette discussion. J'espère que vous avez profité de l'expo, ou du moins d'ici, de l'ambiance conviviale qu'on vous a instaurée. Alors, j'ai à mes côtés M. Ali Balkino, qui est le producteur du film Fouroulou, et France Voltaire, qui, lui, est un grand connaisseur de France Fanon. Les deux films qui vont passer par la suite à partir de 20h. Pour commencer, j'aurais une question par rapport à ces films, plus exactement. Pourquoi ces films aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont justement nous dire, ou surtout nous transmettre à notre génération? Et quand je parle de ça, par exemple, vous, France Voltaire, vous nous rappelez à travers vos travaux et votre parcours que comprendre l'histoire, c'est aussi se donner les moyens de transformer le présent. Et je me demande si au fond, si c'est cela la question en fait. Comprendre l'histoire pour mieux lire le présent et pour mieux comprendre les traces que ça a laissées. Et je pense justement notamment à France Fanon, qui a été l'un des premiers à analyser les effets psychologiques du colonialisme, montrant qu'il ne détruit pas seulement les territoires, mais qu'il déforme les esprits, les identités et les rapports humains. Donc est-ce que c'est cela qu'il est question aujourd'hui par rapport à la génération à venir, comprendre finalement son héritage pour mieux le dépasser? Bon, d'abord, d'une certaine façon. Tout à l'heure, je regardais la nouvelle. Quand on voit sur une chaîne importante qu'on parle, qu'il est question dans les discussions que M. Trump parle d'une bombe atomique sur l'île, de renvoyer l'Iran à l'âge des cavernes. Donc je crois que cette violence qui s'exerce, qui était toujours présente, mais cette violence-là nous renvoie au fait que, je dirais, dans ce monde contemporain, les violences exercées contre ce qu'on appelle le sud global, pour donner un terme à cela, n'ont jamais été prises en compte. Quand on parle de ce qui se passe, par exemple, en Palestine, c'est intéressant comment la presse présente la Palestine. D'un côté, on parle, quand il y a 4 morts, on parle de la famille, des gens, et de l'autre, on parle de statistiques. On parle de milliers de morts comme si c'était des insectes ou ne comptait pas. Donc, quelque part, et c'est ce qui m'a semblé important dans les relectures de Fanon aujourd'hui, c'est qu'il revient à ces questions. Il revient à ces questions fondamentales de la violence. Non pas comme une violence aveugle, mais comment la violence qui joue aussi comme une thérapie pour ceux qui sont colonisés et qui reconstituent leur humanité à travers ce processus. Mais aussi, je pense, quand on prend un livre comme Peau noire et masque blanc, tous les effets que la colonisation a eu sur la pensée du colonisé, sur le fait que le colonisé est nié. Puis ça, on pense que bon, c'est de l'histoire ancienne. Fanon, pour ceux qui sont plus jeunes, Fanon est mort en 61, pense que c'est déjà très lointain. Et puis, on n'a qu'à regarder la façon dont on traite, je dirais, que ce soit les immigrés, que ce soit d'autres, ces pays du Sud, dans lesquels il y a une négation de leur être, il y a une déshumanisation. Et en fait, c'est cette déshumanisation qui est encore présente partout. On a vu, je dirais, moi, je ne sais pas, c'est-à-dire les désastres à Gaza, le Liban Sud, les bombardements en Iran. Et puis aujourd'hui, tout à l'heure, je trouve on vient de bombarder une synagogue à Téhéran. Donc tout cela nous fait nous réfléchir. Tout cela relève de ce qu'on appelle des crimes de guerre. Tout cela relève aussi d'une tentative de faire que l'autre n'existe plus. Fanon a dû traiter tout cela quand il était psychiatre à Florida, contre ce que tout à l'heure je soulignais. Donc les effets en sont toujours visibles finalement. Ben, c'est l'invisibilité de l'autre. L'autre, en fait, n'existe que dans la négation. Regardez, il y a un maire noir qui vient d'être élu à les Maliens, et les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit?
on passe de la cité des rois, puisque c'est Saint-Denis, à la cité des Noirs, qu'ils soient arabes. Et puis, je me rappelle, durant la campagne électorale en France, pour rester sur un autre terrain, eh bien, quand il a eu la question de Madame Rachida Dati et Madame Chikirou, qui sont à l'opposé politique, on a dit, ah mais vous êtes marocaine, donc ça doit être la même chose, vous devez vous entendre, peu importe vos opinions politiques, peu importe vos trajectoires, vous êtes... Donc je crois que, quelque part, et cela, à mon avis, ce qui est intéressant dans Fanon, c'est que ce n'est pas simplement la violence collective, comme rédemption, comme moyen de récupérer son humanité, mais c'était aussi ce que la violence individuelle, c'est comment on traite chaque individu, et cela c'est important, parce que quand on parle aujourd'hui d'individualité, il n'y a pas une individualité quand on est l'autre. On est l'autre à tout instant, on nous renvoie à ce qu'on a à une naissance. On serait tous comme si... Donc on a beaucoup à apprendre justement, même des analyses de France Fanon, même à date, ce qui fait aussi écho à certains, d'une certaine manière, aux écrits de Mouloud Ferraoui. On en retrouve cette volonté de raconter une réalité vécue, intime, pendant cette justement période charnière qui est le colonialisme. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce film maintenant et qu'est-ce qu'on peut justement en tirer? Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ça? Qu'est-ce que les générations d'aujourd'hui doivent justement tirer de ce film-là? Pourquoi maintenant? Les travaux de Mouloud Ferraoui ont été, enfin, notamment le Fils du pauvre, c'est un roman qui est traduit dans plusieurs langues, une vingtaine de langues, voire plus, depuis que j'ai commencé, à l'époque où j'ai commencé, en 2017, quand j'ai commencé à l'adapter, à cette époque, et le roman a été traduit dans 19 langues. Je me suis dit, donc, il faut aussi le traduire en images, parce que nos parents ne parlaient pas, donc nos parents qui étaient lettrés, je dirais qu'ils étaient lettrés, donc n'ont pas été à l'école, n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école, ne savaient pas de quoi traiter ce roman de Mouloud Ferraoui, que ce soit de Mouloud Ferraoui ou de Mandé. Ben, nous nous sommes dit, je me suis dit, donc ça serait peut-être bien de le traduire en kabyle et en image, pour qu'il soit accessible à tout le monde. Voilà l'idée. Vous êtes venu de là. Puis, moi, c'est la première question qui m'était venue en tête. Adapter une œuvre aussi intime et autobiographique que celle de Mouloud Ferraoui est un défi. C'est un roman très introspectif. Hein. Comment avez-vous réussi à rendre visible à l'écran quelque chose d'aussi intérieur? Je ne sais pas, je ne dirais pas que je suis un génie, mais bon, je me suis mis à le traduire, donc à traduire des émotions du garçon de Fouloulou. C'est vrai que Mouloud Ferraoui, dans ses écrits, je dirais Fouloulou. Oui, c'est ça. Fouloulou, dans le roman, transmettait ses émotions. Oui. Mais traduire ses émotions. C'est quelque chose de très intangible, comment le jouer à l'écran. C'est ça. Bon, enfin, j'ai essayé de choisir le meilleur de ce roman, enfin, pour le porter à l'écran. Voilà, c'est une question de sensibilité. Je me suis, enfin, j'ai pris ce que je ressentais dans le roman. Puis, je pense que cette question vous est dédiée à vous deux. Du coup, justement, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, comment on fait au cinéma pour transmettre une pensée aussi forte sans la simplifier? Vous-même, en fait, vous êtes cinéaste, vous avez produit énormément de documentaires. Quel est le meilleur moyen de transmettre cela? Je trouve que dans le cadre du cinéma, que ce soit le cinéma documentaire ou de la fiction, ce qui est important, c'est toujours de faire dégager ce que tu parlais tout à l'heure, les émotions. C'est en fait, en personnalisant toute histoire, en personnalisant une histoire qui se passe dans n'importe où, elle est universelle, dans le sens où c'est-à-dire, si on veut traduire un phénomène, à mon avis, individuellement,
tout le monde peut s'identifier à tel ou tel personnage. Quand on parle de masse, c'est de la statistique, ce n'est pas à quelque chose à laquelle on peut s'identifier. On s'identifie à une histoire personnelle, à un personnage qui a une histoire, qui vit un drame, qui vit un bonheur, mais c'est très difficile de s'identifier. D'ailleurs, Hollywood, pendant très longtemps, il y a un très beau documentaire que j'ai vu il y a des années qui s'appelait Les Arabes réels et les Arabes imaginaires, c'est-à-dire réels et les faux Arabes. Comment on choisissait les personnages qui devaient jouer à Hollywood le rôle d'arabe et comment on traduisait cette présence. Et c'est toujours la même question, c'est-à-dire quand vous identifiez un personnage, il a une mère, il a une histoire, il a des difficultés, et là, on peut s'identifier à ce personnage. Mais le reste, quand on les présente, c'est comme ça que ça se passe aussi à la télévision, comment on la manipule. Parce que regardez bien, quand on parle, il y a 4 morts qui sont faites à Rafah. 4 morts, ils ont une mère, ils ont un frère, on vit ce drame. Par contre, on dit, c'est-à-dire on présente 10 000 morts, 5 000 morts, c'est-à-dire bon là, c'est un peu comme si c'était des fourmis, c'est pas des individus réels. Je pense que c'est la seule façon peut-être au cinéma de présenter des individus. Et c'est intéressant, je finis avec ça, je crois que quelque part, à partir du moment où le colonisé commence à raconter son histoire, à partir du moment où le colonisé commence à filmer sa propre histoire, on est dans un autre registre. On est dans le registre de l'humain, on est dans le registre de l'universel, parce qu'effectivement, on n'est plus à ce moment-là, c'est-à-dire un numéro, on n'est plus dans le décor, on est le personnage. Ça m'interpelle beaucoup parce qu'il y avait justement une citation d'Albert Camus au prix Nobel qui disait que un artiste, s'il a choisi son destin d'artiste, en se sentant différent, il ne pourra nourrir cette différence qu'en avouant sa ressemblance avec tout le monde. Donc les gens doivent justement se retrouver dans les histoires qui sont racontées. Et parlant d'histoire, étant donné qu'on va regarder le film, on va découvrir les 2 films, que ce soit Fouroulou et France Fanon, d'ici peu, vers 20h. Quelle est l'idée, si vous avez chacun de votre côté une phrase à dire, ce que vous espérez que le public retienne, ce serait quoi? Quelle est l'idée que vous voulez qu'il retienne et sur laquelle il doit porter son attention? Ce que nous devons retenir, c'est dans ce film, dans l'œuvre de on doit retenir l'importance de l'éducation, de l'instruction. C'est grâce à quoi on évolue, on devient indépendant, on devient... Excusez-moi, je ne suis pas vraiment doué pour... voilà. Je pense que votre film va nous raconter. Oui, j'espère bien. Mais quand tu soulignes la question de l'éducation, c'est fondamental. Ce n'est pas un hasard que tout processus de colonisation, tout processus entraîne à la fois une volonté, je dirais, d'effacement de l'histoire, d'effacement des fois des élites locales, d'effacement d'une histoire. Puis ça m'a toujours frappé quand les gens disaient, ça c'est des débats qui ont eu lieu en France pendant longtemps et qui ont encore lieu en France sur la question de l'Algérie. Que l'Algérie n'avait pas d'histoire, qu'en fait c'est la France qui crée l'Algérie, que tu dis mais attendez, c'est-à-dire en fait on parle et dit moi malheureusement j'avais fait des classiques latins et je disais j'avais lu Jules Lothar et donc tu dis mais attention la France n'existait pas à cette époque. Ça on a voulu faire, c'est un peu comme pour l'Iran, j'ai rencontré une réponse qui disait l'Iran a quoi 3500 ans, 4000 ans, et donc on efface l'histoire de l'autre.
Et c'est là le problème. C'est C'est- comme un On peu. s'attaque en premier à l'éducation. Ben oui, mais attends, à effacer l'histoire de l'autre. Ça a été comme ça dans le projet même en Israël. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est-à-dire c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il n'existait pas. Le seul problème qu'il y avait, c'est qu'on a des témoignages. Il y a eu des conquêtes où on a effacé la mémoire. Parce que les peuples conquis, dans certains cas, n'avaient pas, je dirais, ou ne connaissaient pas l'écrit. Mais dans ce cas-là, se trouvait qu'il y avait des écrits, se trouvait qu'il y avait des photos, qu'il se trouvait qu'il y avait des témoignages et qu'on ne pouvait pas les effacer comme cela, parce qu'on était à une époque où il y avait encore des témoignages. Dans l'autre cas, on disait, et je finis avec une histoire qui est particulière. Quand il y a eu l'expédition de Napoléon pour reconquérir Haïti, ce qu'ils avaient dit, et puis Napoléon avait un problème, il avait une brigade polonaise. Et c'est que je parle d'universalité. Cette brigade polonaise, il leur avait promis qu'il allait recréer une Pologne qui avait été divisée entre l'Autriche, la Prusse et la Russie. Et il ne sait pas quoi faire avec, puisqu'il s'est réconcilié avec la Russie. Alors on se voit, beaucoup de fois ça se passe dans une histoire qui est très contemporaine. Et ils disent, ben, vous allez là, puis vous allez vous retrouver des sauvages. Et on a retrouvé les lettres des soldats polonais qui ont changé de camp. C'est-à-dire un peu dans la trajectoire peut-être de Fanon, mais au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, ben, les soldats polonais, ils ont dit, mais on nous avait dit que les gens là, au départ, ils ont vu qu'ils ont fait des alliances avec les Haïtiens, les Polonais, la brigade polonaise. Donc, quelque part, ce qu'on avait voulu leur vendre, ils ne l'ont pas acheté. Mais des fois, on nous a vendu le fait que nous n'existions pas. Nous n'étions que des groupes éparpillés et qu'ils sont venus civiliser. Le problème, c'est qu'on a vu ce que ça ramène, la civilisation, et puis il y a des témoignages pour l'Algérie. C'est les témoignages de ceux qui ont fait la conquête. On n'a même pas besoin d'avoir les opposants. On n'avait qu'à lire leurs livres et vous verrez qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans l'assistance. En fait, on veut que cette séance soit interactive. N'hésitez pas à poser vos questions aussi par la même occasion, étant donné que le film va être projeté vers 20h. De notre côté, pour Mouloud Feraoun, qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'on retienne du film? Et on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir dans ce film? C'est un film, donc l'œuvre de c'est une anthropologie, donc on va retenir, bon, j'espère que vous avez rapporté des dialogues, des mots, c'est déjà pas mal. On aimerait bien que le film suscite un peu d'émotion dans ce film, dans le public. On aimerait bien que ceux qui n'ont pas vécu l'époque verront comment ceux vécu à cette époque. On aimerait bien aussi, j'aimerais bien aussi que ceux qui ont vécu cette époque, ceux qui ont vécu cette époque, feront un voyage dans le temps, un voyage dans l'espace et dans le temps. On va visiter l'époque. C'est un siècle, pratiquement dans 1925, 1926. Oui. Puis, de votre côté, France Voltaire, vous vous êtes intéressé depuis longtemps à la mémoire et à l'histoire. Qu'est-ce qui, dans la pensée de France Fanon, vous semble aujourd'hui le plus urgent à rappeler? Je crois que Frantz Fanon a ouvert ce que j'appellerais, et qui est devenu aujourd'hui peut-être un peu plus banal, les premiers écrits sur la, je dirais, sur le décolonial. Il est un des premiers, peut-être pas le premier, mais il est un des premiers à aborder la question
du traumatisme vécu par le colonisé, qui est un des premiers à rompre ou à tenter de rompre avec ce qu'a été le colonialisme. Que ce soit dans Masque peau noire et masque blanc, où cette fois-ci ça touche une problématique plutôt antillaise, ou encore dans ses derniers écrits où il a été confronté, bon, il savait que le temps lui était compté, puisqu'il avait ce cancer qui allait l'emporter très jeune, puisqu'il est né en 25 et mort en 61. Je veux dire, il aurait pu vivre, je ne sais pas s'il aurait pu vivre 100 ans, peut-être ça aurait été possible, puisque ma mère est morte à 104 ans l'année dernière, et lucide encore, donc il aurait pu vivre à cette époque encore. Mais disons, la question qui se pose, comment aurait-il interprété cette époque? Parce qu'il s'est retrouvé psychiatre en Algérie, il aurait pu ne pas se retrouver là, et ça a poussé à des réflexions qui ont encore je dirais, une grande valeur, parce que il y a d'un côté les transformations que connaissent tous les pays, c'est-à-dire de 1962, date de son indépendance à aujourd'hui, il y a quand même des transformations qui se font pour les individus, une reprise, je dirais, identitaire qui s'est faite. Mais en même temps, il y a le fait qu'on nous renvoie à ceux qui sont de ce qu'on appelle les immigrés, une partie de ces populations leur renvoie, je dirais, à une essence. Quand un certain M. Zemmour pose la question du musulman, il va essentialiser le musulman. Le musulman, c'est un peu, il n'est pas soluble pour lui dans la démocratie, il est autre, et qu'il faudrait même, dans certains cas, ce qui a d'une extrême violence, poser la question de l'expulsion de l'autre parce qu'il ne serait pas compatible avec ce qu'il définit comme la République. Alors que lui-même, il est peut-être de 2 générations. Donc, pour moi, reprendre la mémoire, c'est aussi reprendre notre propre histoire en main. Vous savez, Soyinka, qui était le prix Nobel de littérature nigérian, disait que le jour où les lions raconteraient l'histoire de la chasse, on aurait une histoire différente de celle racontée par les chasseurs. Et si vous parlez un peu de l'histoire de Frantz Fanon, vous pensez qu'est-ce qui l'a poussé en soi? Parce que si on connaît un peu plus son histoire, il est venu en Algérie, puis par la suite il a vu beaucoup de violence et il a rejoint le FLN. Il a combattu aussi par la même occasion. Vous pensez que c'est... qu'est-ce qui l'a poussé justement à embrasser cette cause, autrement même que la violence? Parce que il est à la fois le psychiatre, c'est une chose, mais il y a son histoire personnelle, ce de Martiniquais. Et c'est intéressant parce que je me rappelle, peut-être un peu plus vieux que Fanon, c'est la pensée de Césaire. Aimé Césaire, qui écrit le fameux discours contre le colonialisme. Aimé Césaire, quand il écrit ce discours contre le colonialisme, et qui va marquer aussi Fanon, qu'est-ce qu'il dit, Aimé Césaire? Il dit, en fait, ce que les Européens ont reproché à Hitler, c'est qu'il leur a fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire aux colonisés. En fait, il dit, c'est ça leur tragédie. Leur tragédie, c'est que il a exercé une sorte de violence absolue contre ceux qui estimaient que ça ne toucherait que les autres, l'arabe, le noir, l'asiatique, etc. Personne, vous savez, regardez ce qui s'est passé, mais on peut rester dans le contemporain. L'Irak, 1 million de morts. La Libye, un désastre absolu. Et là, voilà, il y avait des discours qu'on parlait qu'on allait instaurer la démocratie, qu'on allait instaurer tel ou tel dans différents pays. Donc on se rend compte qu'on est en face, je dirais, de violence, de discours d'une violence qui touche chaque individu. Quand un maire de Paris, on lui dit, mais vous ne pouviez pas aspirer à être maire de Paris, ça vous, c'est pas votre place. Ce n'est pas votre place.
Et c'est la même chose qui touche, je dirais, l'immigré ou l'autre. L'autre est essentialisé. On n'a qu'à regarder les images, on voit cette violence extrême qui s'exprime contre l'autre. Et donc, pour moi, ce discours de Fanon, ça ne se réduit pas à la violence de résistance ou à l'effet de résistance. Ça aussi pose la question de comment l'individu face à aujourd'hui, pour rester dans le contemporain, c'est-à-dire l'imposition de modèles, que ce soit à travers l'intelligence artificielle, que ce soit à travers les médias ou les réseaux sociaux, qui sont imposés à l'extérieur. Donc tout ce qui résiste à cela, il faut le laminer. Il faut le laminer. C'est-à-dire quand Elon Musk dit qu'en fait, on n'aurait même plus besoin de l'humain. Parce que l'humain, ça fait des grèves, ça fait des revendications, ça a des affects. Et que, on aura toujours besoin de l'humain dans la boucle. Non, je veux dire ce que lui, il dit. Oui. C'est les modèles qu'on nous propose. Qu'en fait, on serait tous... on a encore trop d'affect. Qu'il faudrait refuser, retirer l'affect. Puis de votre côté, par rapport au film de Fouroulou, qu'est-ce que vous pensez que ce film dit sur l'Algérie d'hier, mais aussi celle d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça en dit? C'est une question un peu philosophique. Hein. C'est faire des films, mais bon, enfin, Pharaon racontait son vécu, racontait son âge de l'époque, comme il l'a vécu. J'estime que ce n'est plus le cas maintenant. Mais l'Algérie de l'époque de Pharaon, il n'est plus la même. C'était l'époque coloniale, c'était sous la dominance française. Mais ça s'est quand même répercuté sur aujourd'hui, sur la génération d'aujourd'hui, donc il se pourrait qu'il y ait des traces. Est-ce que vous n'inquiétez pas par rapport à ça? Non, ça m'étonnerait. Puis justement, pour construire l'univers de Fouroulou, est-ce que vous avez puisé dans d'autres écrits de Mouloud Pharaon, notamment, je ne sais pas, La Terre et le Sang, ou est-ce que vous avez puisé dans tout l'univers de l'écrivain? Oui, bien sûr, j'ai visité un petit peu tous les ouvrages de Pharaon, mais le Fidjipof suffisait à lui-même de s'inspirer. Je n'avais pas besoin d'aller visiter, enfin plutôt de s'inspirer de l'autre. Mais Fouroulou lui-même est très intense et très riche. Ils sont très riches en images, très riches. Puis ça s'est filmé où juste? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du déroulement du film, de la production du film? Comment au juste vous avez travaillé je parle vraiment de backstage. Comment ça s'est déroulé, où ça s'est fait? Comment justement un travail pareil peut être mené? Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est trouver des décors, parce qu'aujourd'hui, dans la famille, enfin là, j'ai eu des frontières et aussi, donc bien sûr, sont bien développés. Mais trouver des décors, trouver des endroits qui correspondaient à ce que les France sont en œuvre, c'est un petit peu difficile. Donc c'est la seule chose qui a été difficile. Et du coup, vous l'avez filmé où? C'était pas dans les... Oui, ça a été filmé en Kabylie. Bien sûr, j'ai été chercher des villages, des décors qui pourraient accueillir à la production, que ce soit dans le Bourg-Bala Lodge, Steve, Jaya, mais finalement un petit village très sympa du côté de Tijouzou, pas loin de Tijouzou, c'est dans l'intérieur de Mekma, exactement. C'est l'affaire. Si nous avons trouvé des ruelles, des maisons qui correspondaient à peu près à ce que nous voulions.
Donc ce soir, on sera vraiment les premiers à découvrir le film, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu un peu échanger où Monsieur Voltaire vous disait qu'il n'avait pas encore vu le film, mais vous avez justement répondu que ce serait la première fois que ça va être diffusé, c'est ça? Ici, oui. Ok, super, ben, j'ai envie de dire qu'on a hâte. Ah, sinon, il a été diffusé à Alger. Il a été diffusé à Alger. Alger a été Puis essentiellement, pour en revenir à France Fanon, quels sont les écrits que vous nous conseillerez aujourd'hui de lire et prendre connaissance, qui pourraient s'appliquer justement à l'univers d'aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui? Les derniers Dater, c'est le dernier, c'est sinon le dernier écrit de Fanon, et où effectivement cela touche. À l'époque, on parle des paysans, mais au-delà des paysans, c'est aussi, je dirais, tous ceux qui sont exclus. Nous vivons aujourd'hui et globalement dans un univers où il y a de plus en plus de gens exclus. Nous vivons dans un univers où ces exclus sont en dehors, je dirais, de ce qui est de la norme. Et j'ai bien peur des fois, et Sartre avait dit à un moment donné, qui a été le préfacier aussi de Fanon, Sartre disait qu'à un certain moment, il n'existait que des civilisés et des indigènes. Civilisés, effectivement, c'était des Européens ou des Euro-Nord-Américains, et tout le reste était des indigènes. Et d'ailleurs, l'Algérie l'a bien connue, puisqu'il y avait ce statut de l'indigénat qui définissait l'existence des Algériens. Aujourd'hui, on le voit avec toutes les discussions. Moi, je ne sais pas, c'est très difficile. Des fois, je vois des images, quand je regarde ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans le Soudan, ce qui se passe là, c'est insoutenable. C'est insoutenable. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de tuer les gens, on n'a qu'à détruire leur environnement. Nous sommes au Liban, ça fait moins de mois. 1 million, c'est 1 million, plus de 1200 morts, 1 million, des bâtiments détruits et 1 million de réfugiés en un mois. Et nous observons ça comme si ça ne nous concernait pas. Donc je crois qu'en ce sens, pour moi, ce sont les damnés de la terre qui seraient effectivement l'œuvre importante. Parce que le système s'est aussi transformé. Le système s'est mis en place avec d'autres transformations. On a eu Benetton, on a eu des images un racisme qui était défini comme un racisme biologique et qui aujourd'hui se manifeste clairement comme une sorte de racisme culturel. C'est-à-dire, on parle de valeurs comme s'il y avait ceux qui avaient des valeurs et les autres qui n'en avaient pas. Donc, pour moi, je reviendrai à ce titre. Et je pense que là, on a quand même assez fait le tour, à part si vous voulez aussi rajouter quelques points, notamment par rapport au film, par rapport aussi au parcours de France Fanon. Sinon, là, on est prêt à prendre des questions. Faites-vous plaisir de ce que vous voulez découvrir justement dans les films qui vont suivre. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dévoue dans l'assistance, dans le public? Oui, madame. Je vais vous ramener le micro, non? On a quelqu'un qui va le faire pour nous. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation, c'est très intéressant. Alors, c'est au sujet de Fouroulou, est-ce que ça a été une adaptation fidèle au livre? Ou bien il y a quand même de la fiction, comme Fanon? Parce que dans Fanon, il y avait quand même beaucoup de fiction. Voilà. C'est ma première question. Est-ce que vous avez rajouté des choses qui n'existent pas dans le livre? Une adaptation fidèle, bon, une adaptation fidèle, mais un petit peu libre, bien sûr, mais de tout ce qui a été tout ce qui est mis dans le film est tiré du roman. Alors le roman, c'est Le Fils du Port, mais vous avez choisi de le nommer Fouroulou. Oui. Est-ce qu'il y a comme une affinité avec le personnage? Est-ce que c'est quelque chose de personnel en fait quand vous avez choisi
Oui. L'intitulé Fumono, j'ai essayé de sauvegarder l'œuvre de Mouloud de Ferland, Oui. le fils du pauvre. Donc je l'ai laissé pour Mouloud de Ferland, pour le roman. Fumono, c'est le personnage principal du roman. J'ai choisi de l'intituler ainsi, pour se concentrer uniquement sur le personnage. Donc, il s'agit c'est parce qu'il s'agit de ce personnage qui est le petit enfant. En tout cas, c'est un très beau titre. Moi aussi, ça m'a capté. Merci infiniment de votre travail. En tout cas, c'est sûr que les questions viendront après avoir regardé le film. Ça, c'est sûr. C'est aussi une manière d'avoir un petit avant-goût. Est-ce que justement, là par exemple, votre question est vraiment pertinente. On pourrait aussi laisser Monsieur Franz Voltaire intervenir par rapport à Frantz Fanon, comme vous le dites. C'est pas totalement. Non, c'est pas totalement parce que Oui. il y a des choses qui ont été éventuellement rajoutées. Ajouter ou même c'était faux quand les gens du FLN, justement, quand ils se sont réunis autour d'une musique qu'on qualifiait de charabia alors que c'était du manouf. Moi, ça m'a tout de suite là interpellé. Et c'est comme le minimum, c'est vraiment de prendre connaissance de la culture algérienne, de la musique algérienne. Ça fait clash pour un ressortissant, pour un citoyen algérien, entre autres détails. Que pour un Algérien... Est-ce que vous avez un avis à partager, Monsieur Franz Voltaire? Pour un Algérien, ça ne peut pas passer, voilà. Il y a deux problèmes. De toute façon, chaque génération réinterprète l'histoire. L'histoire n'est jamais une longue histoire linéaire, permanente, sans changer. Chaque génération, à partir des questions qu'elle se pose au sujet de sa société, réinterprète sa propre société, réinterprète le moment de son histoire, puisque nous sommes toujours en phase de re-questionnement. Et moi, je regarde cela de l'extérieur, je ne la regarde pas, et je n'ai pas la prétention d'interpréter cette histoire. Mon expérience est trop limitée. Je ne maîtrise pas les langues algériennes pour oser parler en leur nom, ni oser parler pour eux. Moi, j'ai un regard, effectivement, un regard n'est qu'un neutre. Je regarde à travers des prix que j'assume. Et je dirais que c'est un peu la même chose pour Fanon. C'est-à-dire, Fanon, il a une expérience du colonisé, parce qu'il est martiniquais, il a vécu dans une société avec une certaine hiérarchie raciale, il a vécu dans une société où il y avait de la domination. En 1925, quand Fanon naît, la Martinique est une colonie, avec tout ce que cela suppose. Elle ne deviendra qu'en 1946 un département français. Je me rappelle cette discussion qu'on a eue avec Aimé Césaire, député maire, qui est venu avec la question de la départementalisation. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il dit, vous savez, nous étions un tout petit pays, c'est une petite île, la Martinique. On parle de 300 000 habitants. Eh bien, il a dit, où nous restions une colonie, où nous avons posé la question si on devenait un territoire, si on devenait un département français. Il a dit le poète, parce que le poète Césaire était indépendantiste. Le problème, c'est que la majorité de la population de la Martinique n'était pas indépendantiste. Il a eu à faire ce choix contestable, de dire est-ce que on peut devenir un pays indépendant. N'oublions pas que tout de suite après la guerre, déjà dès la Première Guerre mondiale, pour payer sa dette, la France avait offert aux États-Unis d'acheter la Martinique en paiement de la dette qui s'était faite après la Première Guerre mondiale. Donc, le poète a toujours vu, il a dit, la Martinique, il y a un personnage qui a le lièvre, c'est le personnage rusé un peu. Il a dit, est-ce qu'on a rusé avec l'histoire en choisissant d'être le lièvre parce que nous avions peur à l'époque, je reprends ces mots apparaissent dans un film qui a été fait à Montréal, c'était un film de Jean-Daniel Lafont qui s'appelle
à la manière nègre. Et puis moi j'ai publié en fait, le scénario du film. Et bien, il dit ce que je vais dire n'est pas glorieux. Mais en même temps, nous avions le problème d'avoir été une société avec une hiérarchie raciale, avec tout un système de domination. Nous étions de 300 ans. Et est-ce qu'on pouvait être un pays? C'est une question qui se pose. D'autres petites Antilles anglophones ont choisi l'indépendance. Certaines non. Les îles Caïmans sont devenues une sorte de trafic, mais beaucoup d'autres îles ont choisi l'indépendance. Et quand on choisit l'indépendance, on sait qu'il y a un prix très lourd à payer. Et voilà. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je dirais... De toute façon, les travaux cinématographiques sont vraiment à saluer, puisque Fanon n'est pas dans les livres scolaires, même en France, donc il est inconnu. Et donc, ce que vous faites dans le cinéma, c'est une façon d'apprendre aux gens, aux jeunes, aux populations, la vraie histoire, l'histoire qui doit être dite, racontée, projetée. Voilà, donc... Mais la fiction du film de Fanon arrive même, il y a une scène où un enfant algérien pousse un enfant français qui est avec lui en classe. Là, ça m'a vraiment touché, perturbé. Est-ce qu'un enfant peut être poussé à être aussi violent? C'est-à-dire, c'est vis-à-vis de son camarade de classe. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est arrivé en vrai, mais bon, le réalisateur s'est contenté de me répondre que c'est de la fiction, donc voilà. C'est comme s'il y a des limites. Voilà. Je ne sais pas. Je ne saurais vous répondre, je ne suis pas le réalisateur. Je le sais. Et je n'ai pas vu encore le film. Donc voilà, donc ça, je ne veux pas m'engager sur ça. Mais si l'on prend la question de la violence, en fait, on est, pour l'époque, dans des sociétés avec une certaine hiérarchie raciale. On est dans une époque où il y a un code de l'indigénat, où il y a peu de gens qui peuvent se prévaloir de ce qu'on appelle l'état de droit. Donc, on est dans une situation, c'est-à-dire, pendant la guerre d'Algérie, moi j'ai connu un écrivain haïtien qui s'appelle René Despestre. Ils étaient 5 écrivains haïtiens qui étudiaient à Paris. Ils ont été expulsés de France à l'époque. Ils sont revenus des années plus tard. Mais ils sont revenus. On se rappelle qu'il y avait des ratonnades. Donc, quelque part, nous vivions, toute cette époque-là, étaient des situations d'extrême violence. Ce n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a une violence plutôt verbale. Il y a une violence, mais qui a aussi autant d'effets. Pour les gens, vous savez, j'ai publié un livre avec, c'était une recherche avec l'université Laval, qui s'appelle Les villes d'à côté. Pourquoi les villes d'à côté? On a fait on a étudié 4 cas. Rocinha, c'est un bidonville à Rio de Janeiro de 150 000 habitants. On a étudié le cas de Montréal-Nord, le cas de Grigny en Île-de-France et Port-au-Prince. Et dans ces 4 villes, la question qui s'est posée, c'est les villes d'à côté. Pourquoi? Parce que ces populations qui vivent au milieu de la ville sont définies comme des États de non-droit. Ces populations sont exclues de la citoyenneté de fait. Et en fait, pourquoi je reviens avec ça? Parce que je réanalyse les élections françaises municipales contemporaines. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les filles, ça c'est autre chose. Mais en fait, ce que ça pose, et quand j'ai vu ça, à ces populations qui étaient exclues de fait de la citoyenneté, ce qu'on leur reproche, c'est que les gens sont allés voter et ont élu des gens qui les ressemblent. En fait, peut-être on aurait pu dire, voilà, pour une première fois, on a des maires qui ressemblent à des populations qui sont là.
Mais c'est ce qu'on leur reproche. On leur reproche que vous allez occuper des places qui ne vous reviennent pas. Donc il y a ce qu'on appelle le plafond vert qui est brisé. Et donc on n'a pas besoin d'être plus clair, hein, mais la question qui se pose, c'est qu'effectivement, les gens se sont vus reconnus par les leurs. C'est-à-dire, en fait, on a fait, et là, on peut remonter en Afrique, que ce soit la société d'apartheid d'Afrique du Sud, que ce soit le fait que l'Algérie, c'était 4 départements français et que était exclue la majorité de la population. Donc, c'est le contexte. Vous vivez ça tous les matins. Tous les matins, c'est pas une violence simplement policière, c'est aussi une violence symbolique. Parce que vous n'êtes nié dans votre humanité. C'est-à-dire, vous êtes nié dans votre histoire, vous êtes nié, vous êtes l'autre. C'est-à-dire, effacez-vous. Évidemment, parce que ça s'est posé peut-être pour l'Algérie comme société, je dirais, de colonisation européenne. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait qu'on a créé une société où les Algériens, qui dans leur diversité seraient des citoyens. On a défini qui pouvait être citoyen. Quand on a pris le décret Crémieux, c'était une volonté qu'une partie de la population devenait française, et l'Alliance israélienne universelle a mis en place un système de scolarité où les populations qui étaient intégrées cessent d'être arabisées en ce cas-là, ou hérénisées, et deviennent des populations françaises. Donc, on a eu le même problème en Afrique du Sud, où des minorités se sont définies, ou définissaient que l'autre n'était pas citoyen. Il partait d'un bantoustan, c'est-à-dire on l'a confiné sur des terres non agricoles, sur des terres non exploitables, alors que donc il était considéré dans son pays comme étranger. Et donc tout cela, on a réélaboré l'histoire aussi. Donc quelque part, récupérer la mémoire, récupérer l'histoire, c'est aussi se replacer au centre de l'histoire qui se construit. C'est-à-dire on a redéfini, parce que l'administration coloniale devait redéfinir qui était qui appartenait à quelle catégorie. Donc aujourd'hui, ce processus, et je dis un processus parce qu'on ne guérit pas, on ne guérit ni de son enfance, on ne guérit pas aussi des traumatismes vécus dans les familles. C'est-à-dire, on a vu, des études aujourd'hui ont montré que, par exemple, les populations noires américaines, les populations, ici aussi, les populations autochtones, portent en elles-mêmes cette violence, la violence des pensionnats ici. Et on a vu, c'est-à-dire Joyce et Chacoan, qui est là, on ne parle pas d'une histoire qui s'est passée il y a 400 ans, on parle de l'histoire. Quelques années. Merci à vous. Ouais, une manière de se réapproprier son histoire. Est-ce que vous avez une autre question? Vous voulez rajouter quelque chose? Quelqu'un d'autre? Moi, j'aurais peut-être une question à l'assistance. Qui d'entre vous a déjà lu Le Fils du pauvre par Mouloud Feraoun? Ah, on a quelques mains quand même. Bah, écoutez, je pense que ça clôture. Vous avez même le livre, c'est excellent. Donc je pense que ça clôture un peu notre discussion. Comme on vous l'a dit, là on va vous laisser avec un peu de musique. Vers 19h30, on va se diriger vers les salles de projection et les films vont débuter à 20h. Par la suite, n'oubliez pas de revenir ici parce qu'on va célébrer, on va finir la soirée en beauté avec un orchestre symphonique. Donc voilà, jusqu'ici, on vous laisse et on vous fait un petit rappel par la suite. Il y a la nourriture aussi là-bas.
يصلح